On va passer maintenant à notre première table ronde qui va avoir lieu. La table n'est pas très ronde, mais on va quand même essayer de faire tourner la parole. Avec Thierry Seret qui est normalement dans la boîte grise qui est posée sur le comptoir. Donc je vais demander à Guénolé Havard, qui est le responsable de la marque Tribord de Decathlon, de venir me rejoindre. Et je vais demander à Thierry Verneuil, qui est le président de Big Sport, le président de l'École nationale de voile et le président de Team France, qui cumule un grand nombre de casquettes, de venir me rejoindre aussi. Mettez-vous là tous les deux. Et puis on va attaquer un sujet qu'on a intitulé la révolution du foil, de la plage au large. Comment le foil change la pratique de la mer. Alors ça, c'est la partie sociologique de la conférence, pour essayer de voir un petit peu, essayer de mesurer et de comprendre ce que c'est que la pratique du foil aujourd'hui. Alors on a demandé à Guénolé et à Thierry d'intervenir, et aux deux Thierry d'intervenir, mais aux deux qui sont présents avec nous aujourd'hui en particulier, parce que ce sont des gens qui sont à la tête de marques qui sont très très grand public. Et leur simple présence ici et le simple fait qu'ils s'intéressent à ce sujet, de mon point de vue en tout cas, et de notre point de vue, en dit déjà assez long sur ce qui est en train de se passer dans le monde du foil, c'est-à-dire que des marques très très grand public, Bic et Decathlon, s'intéressent à ce sujet. On va commencer. Alors Thierry, bonjour, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout va bien pour toi? Oui, je vous entends. Très super. bien, je vous entends. Je vais essayer de parler fort dans le micro. Et je vous présente donc Thierry Seret, qui est l'un des cofondateurs de l'agence Code Zéro, qui est une agence, une néo-agence de marketing. C'est bien ça, Thierry? Est-ce que vous m'entendez? Ça passe pas très bien, Thierry. Allez, on va avancer, on va juste couper le retour de Thierry, parce que nous, on va avancer pendant que les problèmes techniques sont en train d'être solutionnés. Je vous laisse essayer de trouver la solution. On va commencer avec vous tous les deux. D'abord, je voudrais juste savoir, depuis vos postes d'observation à vous, aujourd'hui, quelle appréhension vous avez du phénomène foil? Épiphénomène, grand mouvement d'avenir pour tous les sports de plage et de large. Comment vous vous y intéressez et pourquoi vous vous y intéressez? Guénolé. Bonjour à tous, bonjour peut-être à Thierry à un moment, et bonjour à vous. Je crois que c'est plus à démontrer, je crois que le monde qu'il y a ici, et moi en tant que sportif, pratiquant des sports de voile, le marché est là, le marché se structure, donc forcément de notre poste d'observation, on voit de plus en plus de personnes intéressées par ça. Je crois que c'est vrai dans les magasins Decathlon, mais pas uniquement. Enfin, c'est très vrai sur les lieux de pratique. La vraie question posée, c'est un peu celle que posait Tanguy tout à l'heure. Hein, c'est dans quelle mesure on va rester sur quelque chose qui est réservé à l'élite ou à des gens qui pratiquent déjà, et on va renouveler un marché existant, ou est-ce qu'on va ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux espaces et de nouveaux entrants sur les sports de voile. Chez Decathlon, il y a des gens qui viennent dans les magasins et qui vous disent où est-ce que je peux trouver un foil? Alors, pas directement où est-ce que je peux trouver un foil, mais oui, il y a beaucoup de pratiquants qui viennent dans les magasins. Donc, nos vendeurs et moi directement en tant que concepteur de produits, évidemment que c'est des questions qui commencent à arriver. Alors, c'est pas aussi direct que ça. Il y a beaucoup de questions de renseignement parce que ça, on le voit, on l'a vu dans la présentation. C'est quand même assez compliqué à comprendre. D'abord, comment ça marche, les gens ont peur, ils ont l'impression que c'est dangereux. On a quand même beaucoup de remarques par rapport à ça. Tout le monde n'a pas spontanément envie de se retrouver à 40 nœuds sur l'eau, c'est quand même assez compliqué. Mais oui, des questions commencent à arriver, ouais. Ça veut dire que vous allez attaquer plutôt le marché par la protection, par exemple? C'est un des angles d'attaque possibles, mais pour l'instant on est plutôt dans une phase d'observation, de regarder un peu jusqu'où va aller l'innovation technologique, parce que ça boue un peu partout. J'étais à San Francisco l'année dernière et ce sont des thématiques qui partout dans le monde intéressent les gens qui pratiquent la voile. Et donc voilà, on est pour l'instant en train de regarder comment tout ça se structure. Thierry, chez Big Sport, vous avez déjà une offre? Si je ne m'abuse, alors vous allez parler bien après le micro. Alors racontez-nous un petit peu quelle analyse vous faites vous de ce phénomène-là. Alors parlez bien près du micro, approchez-le. Alors voilà. D'une manière générale, on aborde un sujet qui est très large parce qu'il y a une transversalité du foil sur énormément de pratiques. On va du catamaran maintenant au monotype,
au monocoque. Ça va du kitesurf. Aujourd'hui, on voit des gens en sup sur de l'eau plate. Éric Terrien est là pour en témoigner aujourd'hui. On voit des gens qui font des courses de longue distance en sup à foil sur de l'eau plate, uniquement en pagayant. Je ne pense pas que ce soit la pratique du futur pour le stand-up paddle, mais pourquoi pas. Donc on voit des engins à propulsion électrique à foil. On voit... voilà, donc le foil, pour moi, c'est totalement transversal. Je pense qu'on est très très loin d'un marché de masse. Bon, les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, on pourrait en discuter, mais aujourd'hui il y a probablement 6 millions de windsurfers qui ont été vendus, mais il n'y a pas 6 millions de gens qui pratiquent le windsurf dans le monde. Nous, on est bien positionnés pour le savoir, parce qu'on a vendu jusqu'à 1 million de planches à voile, donc on sait à peu près de quoi on parle. Voilà, donc on est dans une pratique aujourd'hui, le foil, qui est réservé, j'irais, à des pratiquants qui étaient déjà sur le marché, qui étaient déjà dans l'élite de la voile, d'une manière générale, ou du windsurf. Quand je dis la voile, c'est tout ce qui est à propulsion air. Voilà, le marché est très très loin aujourd'hui d'avoir atteint un marché, le grand public. Les gens qui voient des gens faire du kitesurf à foil, ils comprennent pas ce qui se passe. Vous interrogez 99% des gens, ils comprennent rien, ils ont rien compris. Même les gens qui sont plutôt à l'intérieur du sport comprennent pas forcément. Donc on est vraiment très 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 loin on touche une élite, on touche l'élite de la voile, on touche les pratiquants et il y a une transversalité qui est intéressante, c'est-à-dire que il n'y a pas de dichotomie entre le fait d'aller faire du J80 et puis après aller faire du GC32. On peut prendre du plaisir à aller ragater en monotypie monocoque non volante, et on peut aussi prendre beaucoup de plaisir à voler. Alors le problème est qu'aujourd'hui, je pense que sur les pratiquants, je pense pas qu'on a de nouveaux pratiquants qui arrivent directement sur des supports volants. On a des pratiquants plutôt de haut niveau qui pratiquaient et qui ont envie d'avoir d'autres sensations. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait, et je suis un témoin vivant de ça, je veux dire, je prends beaucoup de plaisir à barrer un 12 mètres et à gagner les voiles de Saint-Tropez avec un bateau de 30 tonnes, et j'ai pris beaucoup de plaisir également à barrer un GC32. Donc je dirais c'est des sensations complètement différentes, mais qui ne sont pas forcément antinomiques. Et voilà, je dirais aujourd'hui, dans le terme de marché, j'espère que le business plan qui a été présenté juste avant va se réaliser, tant mieux pour les entreprises qui sont là-dedans, mais ça me paraît très très optimiste. Je pense que la montée en croissance du marché sera plus lente que prévu, ça prendra du temps. Je ne pense pas que ça sera un marché à part entière, je pense que ça fera partie du paysage global. Et ça sera une pratique. La dernière réunion l'année dernière, je m'étais exprimé là-dessus, et je lui ai dit la meilleure chose qui peut se passer pour le foil, c'est la réaccaparation, comment on dit ça, je veux dire le fait qu'on récupère la pratique dans le light wind. Je pense que ça c'est quelque chose de très important. Parce qu'en termes de sécurité, notamment, le fait de voir des gens naviguer à 2 fois et demi, 3 fois la vitesse du vent, dans des conditions tout à fait light wind, inférieures à 10 nœuds, et aller à 25 nœuds, ou 30 nœuds dans certains cas, je pense que ça c'est quelque chose de fondamental pour la voile, quelle que soit la pratique, parce qu'on se réaccapare le plan d'eau dans des conditions light wind, ce qui n'était plus le cas, et ce qui a causé des problèmes au marché de la planche à voile, c'est qu'il fallait attendre d'avoir 25 nœuds pour commencer à avoir quelques sensations. Donc ça c'est fini, et je pense que le foil permet justement la beauté, je dirais de la beauté. Moi j'ai été subjugué à partir des AC75 jusqu'aux AC50. Je pense que c'était la qualité du vol, la beauté de voir des bateaux voler, et je pense surtout la beauté de ne pas comprendre forcément comment ça marche tout de suite. Et quelque chose d'assez extraordinaire de voir la beauté d'un vol d'un catamaran en sachant qu'on voit juste une partie des appendices. Je pense que les nouveaux designs, mais là il y a des architectes qui sont mieux placés que moi pour en parler, notamment sur la prochaine coupe de l'America, j'aime moyennement voir des monocoques avec des gros appendices qui passent d'un côté et de l'autre, etc. Je pense que ça détournera plus les gens de la pratique foil que des appendices plutôt discrets avec un très beau vol derrière. Voilà. L'avenir nous le dira, et on va déjà essayer de voir ces bateaux-là naviguer. Thierry, du coup, qu'est-ce qui fait que Big Sport a quand même investi un petit produit
spécifique pour la foil. C'est une histoire de voir, d'occuper le marché. Donc on rappelle, hein, c'est une planche. C'est une planche et un deal avec un fabricant de foil. Hein. Oui, tout à fait. Alors nous, on n'est pas très bon dans les phases de démarrage de marché. On est plutôt suiveur parce que on est une société industrielle, donc on a besoin de volume pour amortir nos investissements. Donc on a besoin que le marché soit dans une phase plutôt plus mature. Après, je vais pas vous raconter ma vie, mais on est une entreprise globale. On est leader mondial dans le surf, on est leader mondial dans le stand-up paddle. On n'a pas l'habitude de prendre les marchés au moment où ils démarrent. On les prend plutôt avec un peu de retard par rapport au démarrage et on est en général pas dans le coup au démarrage. Aujourd'hui, si vous voulez être une entreprise globale, et ça je pense pour tout le monde, ici on est plutôt la Silicon Valley bretonne, mais la Silicon Valley bretonne, je veux dire, si vous voulez être une entreprise mondiale globale, vous êtes obligé d'avoir des coûts de revient qui soient bas pour pouvoir vous positionner sur les différents marchés. Donc aujourd'hui, donc on avait un package de foil qu'on a sous-traité en Thaïlande dans une usine qui est dirigée par un Français notamment. Et on a eu des problèmes de qualité sur le lancement parce que les foils n'étaient pas suffisamment solides. Voilà, donc on s'est mis un petit peu en arrière-plan en essayant de trouver des solutions techniques qui répondent à nos objectifs de coût et à nos objectifs de performance. Donc voilà, donc aujourd'hui on est plutôt en stand-by sur des recherches de nouvelles technologies qu'autre chose. Très bien. Guillaume, vous êtes d'accord avec la vision que développe Thierry, c'est-à-dire ça restera un marché de niche réservé à des pratiquants plutôt experts? Bon, ça je sais pas, l'avenir le dira, mais je suis tout à fait d'accord avec une chose, c'est que il y a le côté donner envie dans un bateau qui vole, ça c'est évident. Et c'est en train de bousculer les codes, et vous parliez notamment des codes du design, où on voit des codes liés à la Formule 1, à la moto, ou évidemment à l'avion, qui commencent à arriver sur ces marchés-là. Et ça va redonner, je pense, un coup de jeune aussi à une pratique qui, là on regarde quelque chose qui fait rêver, hein, la course au large, les foils, les trimarans, ça va très vite, ça fait rêver tout le monde, mais la réalité du marché, c'est quand même pas celle-là. Et le reste de ce marché, globalement, stagne. Alors je parle construction navale exclue, hein, parce que c'est en train de repartir, mais globalement stagne un peu partout dans le monde. Là, il y a un côté donner envie, renouveau, qui je pense est à saisir pour l'ensemble des acteurs de ce système-là. Alors après, c'est au moins un levier marketing intéressant, quoi. C'est déjà ça. Au-delà du marketing, je pense que l'innovation qui a lieu sur les bateaux est en train de se transposer à différents niveaux. On parlait de sécurité, il y a énormément de choses qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer sur la partie de la sécurité, donc de l'équipement de la personne, pas nécessairement les choses qui sont uniquement implantées ou dès la construction des bateaux. Donc je crois qu'il y a vraiment une évolution du marché qui est intéressante. Le foil en lui-même, aujourd'hui, est effectivement peu accessible. Ne paraît pas aller vers une accessibilité totale de quelqu'un qui passerait de je ne sais pas faire de voile à je vole sur l'eau. Ça paraît à une échelle de quelques années assez difficile à prévoir. Maintenant, il y a quand même énormément de savoir un peu partout dans le monde, et je suis persuadé que beaucoup de personnes se poseront la question de dire et si demain quelqu'un apprenait la voile en volant, ce qui paraît pas possible aujourd'hui. Dans 10 ans, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de faire évoluer cette pratique, et le fait que ce soit peu compréhensible, c'est aussi quelque chose qui fait que, alors certes, ça peut faire rêver, c'est-à-dire ce qu'on connaît pas à un moment, ça intrigue. Moi, je crois qu'il y a quand même un enjeu dans la pédagogie qui est très fort. Tanguy l'a évoqué tout à l'heure, depuis qu'on explique la Coupe de l'Amérique, il y a de plus en plus de gens qui la regardent, malgré tout. Et je crois que l'enjeu de la pédagogie, il est fort, y compris au niveau du foil. Ne serait-ce que pour rassurer ceux qui pratiquent pas encore. Après, est-ce qu'ils commenceront sur un bateau qui vole ou sur un bateau traditionnel? Moi, je suis assez d'accord sur le fait que les bateaux traditionnels, ils resteront dans les années qui viennent. Je ne crois pas que ça remplacera totalement un marché. Quand vous parlez de pédagogie, ça veut dire qu'il y a un enjeu spécifique autour de l'enseignement de la navigation à foil? Il y a déjà des stages UCPA spécifiques foil, il y a déjà des écoles de foil un petit peu spécifiques. Oui, il y a des écoles, mais ça reste relativement confidentiel pour le moment, et je crois que la pédagogie, elle est liée à l'enseignement, mais pas uniquement. Je crois que pour regarder un peu le marché de la voile dans le monde, c'est souvent un marché qui s'adresse à des gens qui savent déjà. Et il y a peu d'efforts ou pas assez d'efforts de comment je vais aller capter aussi ceux qui savent pas uniquement pour les faire rêver en regardant les bateaux au départ du Vendée Globe. Il y a des millions de personnes qui viennent regarder le départ des bateaux, mais moi j'ai aussi discuté avec beaucoup de gens qui me disaient ce serait sympa si on allait sur l'eau, et pas uniquement si on restait derrière pas des grillages, parce que les skippers sont quand même accessibles, mais il y a un enjeu, oui, de pédagogie et de mettre les gens à la pratique, clairement. Est-ce que, c'est une question pour tout le monde, est-ce que tous les supports
seront touchés de la même manière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, là où il y a le plus de gens qui foilent, c'est plutôt dans les sports de glisse que dans la voile traditionnelle. Tous les supports. Non, la réponse, elle est claire, elle est non. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une transversalité du foil sur l'ensemble des pratiques, mais je veux dire, autant c'est évident en kitesurf, parce que, bon, sauf si on veut faire du freestyle et encore, mais je veux dire, ça a tout son sens en kitesurf et c'est extrêmement développé en kite, ça commence à l'être en planche à voile. Je dirais, il faut quand même se rappeler que quand même l'industrie du nautisme d'une manière générale, je veux dire, il ne se fabrique pas des milliers de catamarans dans le monde aujourd'hui. Je veux dire, si vous pensez que tous les Nacra 17, les Nacra 20, tous les bateaux qui sont construits avant, maintenant sont construits avec les foils, ça fait tout de même pas un business qui est énorme. C'est des tout petits marchés. N'oubliez pas qu'on est dans le nautisme, et que dans le nautisme, aujourd'hui c'est le moteur qui se développe plus que la voile, d'une manière générale, et qu'on a une spécificité mondiale, qui est qu'aujourd'hui la course au large est vraiment développée, vraiment en France. On a les plus beaux chantiers, les meilleurs architectes. Bon, les Australiens sont pas mauvais, les Américains sont pas mauvais quand ils s'y mettent, mais je veux dire, c'est une spécificité vraiment française, quoi. On est au cœur de ça. Donc, un marché mondial de catamarans à foil aujourd'hui, vous voyez très bien que les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, je veux dire Flying Phantom, qui a été un des pionniers, des leaders, je dirais, de la construction, qui est parti faire ses bateaux en Asie, enfin en Thaïlande chez Cobra, et après en Asie, en Chine, parce que pour des problèmes de coût, je veux dire, on parle de 100 bateaux par an, et encore, je suis pas sûr qu'ils aient été produits cette année. Donc voilà, donc c'est des marchés qui sont des marchés relativement faibles. C'est pour ça que je pense que le foil va trouver sa place, mais va trouver sa place en complément des pratiques normales. Donc, alors, moi je suis assez positif, hein, je suis enthousiaste, totalement enthousiaste sur le foil. À l'École nationale de voile, on a eu la présence d'esprit de monter à bord du bateau foil rapidement, il y a 4 ans. Ça a été une direction qui a été donnée à l'école. On a essayé d'attirer à l'école l'excellence de la voile. Voilà, on a eu un succès absolument incroyable. Il faut savoir que la première sélection l'année dernière, on a eu 300 jeunes issus de tous les pôles français de voile. Et tous ces jeunes ne rêvaient que d'une chose, c'est de faire partie de la sélection, d'aller faire la youth aux Bermudes. Et voilà, c'était leur rêve à tous ces jeunes qui étaient dans la voile légère. Donc non, moi je suis très positif sur l'avenir. Après, je suis un peu plus prudent sur les possibilités de business et les développements de business qu'on peut avoir rapidement, quoi. Sachant qu'on est de toute façon qu'au début du phénomène. Oui, non, je pense c'est installé pour durer. Je pense que le foil a toute sa place dans la course au large. Je pense que ça va améliorer la performance des bateaux, améliorer la performance des records. C'est tout à fait vrai. Le fait que les Nacra 17 soient foil pour le prochain jeu, c'est un phénomène qui va aider. C'est extrêmement regrettable qu'on ne puisse pas faire à Marseille la démonstration qu'on peut faire de la course au large au jeu avec les Figaro. C'est très dommage. Voilà, ça aurait été une excellente promotion à la fois pour la voile et pour le foil. Guénolé, ma question initiale qui était est-ce que tous les supports sont touchés ou seront touchés? Est-ce que vous avez cette analyse-là aussi? Oui, je rejoins complètement Thierry là-dessus. Ne serait-ce que par contrainte, il y a des contraintes de coût, puis il y a des contraintes physiques. C'est plus facile de faire voler un kite qu'un trimaran de 30 mètres. Donc, effectivement, le nombre d'unités produites est d'autant plus faible que la taille des bateaux augmente. Donc, ça, je suis 100% d'accord. On ne parle pas du tout de moteur pour l'instant, mais il y a des gens de CIR dans la salle. On voit bien que le potentiel, par contre, sur le motonautisme, par exemple, il peut être extrêmement élevé. Alors, avant que ça... Là, nous, on parle que de voile. Je fais juste un petit écart. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui tirait le marché, c'était le motonautisme. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Pour le coup, si on commence à mettre des foils sur les bateaux à moteur, et si les promesses qu'on voit très fréquemment sur les réseaux sociaux avec les vidéos et les photos et les images de CIR, si cette promesse est tenue, le potentiel, il est très important. Alors, allez-y, sentez-vous libre. Oui, non, je pense que faudra attendre un peu. Je pense que d'abord il y a les problèmes d'usage qui vont bloquer un petit peu le développement, des problèmes de sécurité. C'est quand même pas facile à mettre en œuvre. Enfin, essayer de mettre un mote à l'eau, vous allez voir, c'est compliqué quand il y a. Je parle du moteur là. Oui. Donc non, je dirais, faudra être un peu patient. Je pense qu'on est très très loin que ça soit un sport de loisir, que ça soit appliqué sur des sports de loisir, sur des sports de glisse.
non extrême, oui, mais sur un sport de loisir, on est très très loin de ça. Il va falloir que les progrès techniques fassent que ce soit beaucoup plus facile à mettre en œuvre, abordable, facile à faire voler. Voilà, donc on n'en est pas loin, hein, ça avance vite. Enfin, je vois les progrès qui ont été faits sur le vol des planches à voile aujourd'hui, c'est phénoménal. Donc dans pas longtemps, n'importe quel funboarder va pouvoir voler facilement, quoi, si ce n'est déjà le cas. Après, dépenser 1 500 €, 2 000 € pour acheter un accessoire pour voler, après, ça devient de l'investissement, quoi. Parce qu'il a fallu quand même que vous mettiez 2 000 € dans un flotteur et que vous ayez mis 3 000 € dans deux gréements, quoi. Donc avant que ça devienne un bien de consommation distribué chez Decathlon, ça va prendre quelques temps. Bah, sur le motonautisme, il y a différents phénomènes. Je me suis beaucoup intéressé là quand on a été aux États-Unis, parce qu'ils y réfléchissent beaucoup à faire voler, alors pour des questions de consommation de carburant, etc., que on peut facilement imaginer. Il y a des remarques assez évidentes. D'abord, c'est les gens, ils ont déjà leur bateau, donc effectivement, il faudrait rajouter un appendice à un bateau existant pour le faire voler. D'ici à ce qu'on ait renouvelé le parc des bateaux à moteur, c'est quand même pas évident. Et puis après, il y a l'usage. À quoi sert le bateau? Les gens, ils achètent un bateau aux États-Unis pour faire un petit tour ou pour aller pêcher. Donc aller à 30 nœuds pour aller pêcher, ça leur est pas forcément d'une grande utilité non plus. Et donc ça c'est très important, parce qu'il faut pas que l'innovation passe avant ce à quoi sert le produit. Ça c'est quand même une règle. Qu'elle rejoigne l'usage, faut pas qu'elle le dépasse. Bah, exactement. Et après il y a des startups, on a rencontré des startups qui réfléchissent à commencer par faire voler le bateau avec un appoint un moteur électrique par exemple, puis ensuite une fois qu'il est hors de l'eau, se servir effectivement dans des plages de vent plutôt basses pour pouvoir élargir la place d'utilisation du bateau. Donc ça avance très très vite, ça c'est sûr. Et ici, il y a un pôle d'innovation et de compétences qui est très fort. En France, la France est reconnue partout dans le monde, c'est une évidence. Que vous allez en Asie, vous allez n'importe où dans le monde, aux États-Unis, on vous parle de la France pour ces compétences-là. Mais je crois les gens y réfléchissent et les constructeurs y réfléchissent un peu partout. Est-ce que, pour parler par exemple du foil dans les sports de glisse, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle le risque du syndrome planche à voile? C'est-à-dire que les pratiques et l'image de la pratique devient extrêmement élitiste et du coup le marché décline. Est-ce que c'est pas un risque qui peut exister avec le foil? C'est-à-dire que moi je suis planchiste par exemple, j'achète les magazines et les 4 premières doubles pages de pub, ils arrivent à en vendre déjà, c'est que du foil. Dans les magasins, demandez aux vendeurs de planche à voile, on leur parle que de ça. Mais voilà, la planche à voile ne vend plus que des images d'extrême, mais le marché a quand même beaucoup diminué. Donc qu'est-ce qu'il y a ce risque de syndrome-là? Moi je souhaite au foil d'avoir l'avenir qu'a eu la planche à voile. Je veux dire, la planche à voile, elle est née dans les années 70, 75, 74. Le marché est monté jusque dans les années 81 et après, petit à petit, il a fait un peu comme dans le nautisme. Il y a eu un effet de parc cumulé qui était énorme quand on parlait de 6 millions de planches cumulées dans le monde, c'est vrai. Non, je souhaite au foil de vivre ce qu'a vécu la planche à voile. Je pense que, par contre, ce qu'il faut que les architectes, les designers pensent aussi, c'est la sécurité en vol. Je veux dire, aujourd'hui, en Accra, il y a eu des accidents, il y a eu des accidents en flying. Enfin, on est bien nous, on est tout à fait conscients à l'École nationale de voile de l'aspect sécurité qu'il faut mettre en place. Je veux dire, c'est quelque chose de non négligeable, c'est dangereux. Je veux dire, quand je vois les foils au ventre sur les Flying Phantom, quand vous êtes au trapèze à l'arrière, vous n'avez pas envie de finir dessus, quoi. Donc heureusement il y a le haut-banc devant pour vous arrêter, mais je dirais, si on veut que ça se démocratise vraiment, il va falloir faire des efforts de design et de conception sur les aspects sécurité en vol, quoi. Quand on passe de 30 nœuds à 0, ça fait mal, quoi. Donc ta question initiale étant sur le syndrome planche à voile. Bah, ce qui est important, c'est que le marché reste connecté avec les gens qui sont acquéreurs de ces produits-là. Hein. Mais je suis aussi également d'accord sur le fait que moi je souhaite au foil ce qui est arrivé à la planche. Si on pouvait arriver à une taille de marché, parce que la planche a été populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire énormément de gens. Alors effectivement, on est plutôt sur 2,5 millions, 3 millions de pratiquants, avec 6 millions de produits vendus. Enfin, ça fait quand même 2,5 millions de personnes qui pratiquent un sport dont tout le monde, enfin dont moi j'entends souvent parler, qu'il a disparu. Donc c'est totalement faux. Donc il faut que le marché reste connecté avec ses utilisateurs, et c'est là où, pour l'instant, on en est qu'on arrive par le haut de la pyramide. Il va falloir résoudre les problèmes de sécurité. Ça, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, on parle souvent. Vous m'avez posé la question, et chez Decathlon, qu'est-ce que demandent les gens? Mais la première
première des réactions, c'est « ça nous fait peur ». Clairement. Donc on va pas forcément essayer ça parce que ça nous fait peur. Et c'est bien à regarder, mais pas forcément à pratiquer. Donc là-dessus, il y aura toute une partie d'ingénierie à penser dans ce sens-là. Et cette ingénierie-là servira probablement, arrivera peut-être aussi par le haut, parce que passer effectivement de 40 nœuds à 0, c'est très dangereux. Mais le commun des mortels n'ira peut-être pas à 40 nœuds. Mais pour eux, il y aura aussi des solutions de sécurité à penser. Vous avez d'ailleurs développé, j'ai vu ça l'autre jour en passant dans les rayons de Decathlon, un casque pour le surf. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des... ça pourrait être, c'était ma toute première question, ça pourrait être pour vous une manière d'aborder ce marché-là ? Mais la sécurité, elle est présente dans pratiquement tous les sports, qui est une des premières causes, mais dans tous les sports confondus, de l'arrêt du sport, c'est la blessure. Donc ça, c'est vrai quand vous courez, c'est vrai quand vous faites... alors la voile, il y a l'aspect matériel qui est fort, mais... donc non, c'est très présent dans tous les sports. Et la voile... et surtout le foil est quelque chose de dangereux. Donc oui, ce sera une des clés d'entrée possible. En tout cas, on y réfléchit, oui, forcément. Les chaussons renforcées. Et le surf, on parle de la dangerosité du foil dans le surf. Mais pour les vagues de 25 mètres, pas les petites. On parlait de la dangerosité du foil dans le surf, mais il y a énormément d'accidents en surf. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été dit au tout début est tout à fait juste. Ils vont pas surfer au même endroit, parce que j'entends beaucoup les surfeurs s'inquiéter de l'arrivée du foil sur leur spot, mais en réalité, c'est plutôt à côté de leur spot que ça pourrait se développer. Mais si ça se développait en masse à côté, ça poserait quand même des réels soucis. Et puis à la mise à l'eau, c'est quand même des appendices qui sont grands, qui sont pour certains dangereux, tranchants. Donc ce sera forcément quelque chose. Si ça devait se démocratiser, il y aura une réflexion spécifique à mener là-dessus. Alors, au-delà du caractère radical de la vitesse, le côté extrême du foil, ce qui me frappe beaucoup, moi, quand je vais à la plage et que je vais faire du sup ou de la planche à voile, les gens qui pratiquent, donc s'ils sont pour beaucoup déjà effectivement déjà des pratiquants, ils parlent d'une chose, ils parlent de l'élargissement de la plage d'utilisation de leur support. Et on en parle assez peu en fait. Pour l'instant, on parle beaucoup de performance, d'extrême et tout, mais que ce soit en sup ou en surf, ils peuvent aller surfer des vagues qui sont délaissées par les surfeurs parce qu'elles sont pas belles, elles sont pourries. En planche à voile, on augmente le temps de navigation de manière par le bas, de manière absolument incroyable. En kitesurf, les meilleurs en kitesurf avec une aile à caisson et un bon kitefoil, ils naviguent. Le kitesurf, ils volaient déjà un peu avant. Oui, mais ils volent. Là, ils volent avec 5 à 6 nœuds. Les meilleurs peuvent décoller à 5 à 6 nœuds. Ça fait quand même un nombre de jours de navigation. C'est ce que je vous dis, c'est la réaccaparation du plan d'eau dans le Lightwind. Ça, pour moi, c'est fondamental et c'est un facteur de développement du sport d'une manière générale. Mais on en parle assez peu quand l'image que donnent les sports à foil et la discussion qu'on a jusqu'ici, elle évoque assez peu cet aspect-là des choses. Parce qu'elle est très centrée sur le large et encore une fois sur l'innovation et le côté un peu élite de la chose. Mais je suis assez d'accord, on parle trop peu de ce potentiel-là qui est d'augmenter, d'abord d'augmenter parce que quand il y a 40 nœuds de vent, ceux qui naviguent pas beaucoup, ils ont peur d'y aller aussi. C'est une réalité, parce qu'il y a tout un tas de choses qui changent dans l'environnement. Donc c'est aussi intéressant pour le grand public d'avoir cette notion de je navigue quand il y a peu de vent. Maintenant, attention, ça reste quand même encore assez compliqué de naviguer quand il y a 6 nœuds de vent en kite pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Tout à fait. Par contre, pour le planchiste, qui navigue déjà un petit peu, ça, nécessairement, mais c'est arrivé pour le kite aussi. Donc, oui, c'est très intéressant pour le marché existant. Ouais. Sauf pour les fabricants de très grandes voiles. Non, mais le prix des 10 mètres carrés sur le Bon Coin a beaucoup baissé. Bah oui, c'est vrai. Mécaniquement. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces sujets? Oui. J'aurais pas envie de faire voler un OpenBIC. Alors, Monsieur Penfornis, c'est déjà fait. S'il vous plaît, une petite seconde. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous regardent par Internet, donc on va transmettre les questions, plutôt que de le faire juste dans l'entre-soi. Donc, quelle est la question, Yann? Bonjour. Une question de Yann Penfornis de Val. Non, on voit voler un optimiste. On a vu la petite vidéo des Suédois, je crois, sur la question de Basson-Carrel, et ils ont fait voler un optimiste l'hiver dernier. Est-ce que faire voler des OpenBIC, ça peut être le moyen de faire venir des jeunes générations? Alors je vais transmettre la question parce que du coup on n'entend pas parce qu'il n'y a pas de micro pour la salle. Est-ce que chez BIC on pourrait réfléchir à faire voler des OpenBIC? Alors c'est déjà fait depuis longtemps. Il y a un kit que vous pouvez acheter sur Internet et vous le montez sur l'OpenBIC et ça vole. Donc c'est un Australien qui l'a développé. Nous on ne le commercialise pas, on l'a laissé commercialiser. On l'avait présenté à San Francisco pour la première fois. On l'a représenté aux Bermudes. Ça vole, ça marche très bien. Mais il n'y a aucun problème, ça vaut $4000. Donc
C'est plus cher que le prix du bateau. Et il en a vendu beaucoup? Je sais pas. Je sais pas. Alors, des OpenBIC, on en vend un petit millier par an. C'est probablement le dériveur léger le plus vendu au monde aujourd'hui. Une question. Allez-y, je vous écoute, je la transmettrai après. C'est pas une question, mais c'était en complément. Vous connaissez beaucoup de sports où un jeune débute sa pratique sur un engin de 60 ans. L'optimiste, il a 60 ans. Si on fait du ski, du vélo, du tennis, on s'identifie beaucoup plus à un champion et on a la REMA et un matériel qui est à peu près proche. On fait quand même démarrer les jeunes sur des optimistes maintenant à 80%. Alors, je sais bien qu'il y a des problèmes de business, je sais bien qu'il y a des problèmes d'investissement pour la fédération ou les autres, ou le CPA ou autre, mais je crois qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on imagine un petit engin facile, pas très cher, pour que la pratique évolue pour les jeunes et qu'ils puissent voler dès le plus jeune âge en sécurité sur des engins qui iront peut-être pas très vite, mais qui seront quand même à foil. Donc là, il faut que je résume votre question. Votre question pour les gens qui nous écoutent sur Internet. Donc c'est une dame qui faisait remarquer on initiait les jeunes à la voile sur un support qui a plus de 60 ans, qui est l'optimiste. Et elle faisait remarquer qu'on pourrait peut-être essayer de trouver des engins fun, pas chers, qui attireraient les nouvelles générations, éventuellement donc peut-être avec des foils. Surtout avec des foils. Alors ça existe déjà. C'est l'OpenBIC. Non, c'est pas l'OpenBIC. Non, il y a les Américains qui ont sorti un petit catamaran en polyester qui vole. Pas très cher, $3000. Donc ça existe. C'est le prix d'un optimiste de compétition, quoi. Ouais, je crois que l'enjeu dont parle madame, c'est pas seulement le fait que ça existe, mais comment on le rend accessible. C'est-à-dire qu'elle travaille avec les fédérations, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui dépassent les simples enjeux industriels de certaines marques. Est-ce que ce marché a envie collectivement de renouveler effectivement les supports? De quelle manière? L'OpenBIC en a été un, c'est quand même, il s'en vend quand même une très grande quantité dans le monde. Ira-t-on vers quelque chose qui vole? C'est quelque chose qu'il faut, enfin, ça doit être une volonté, parce que si on attend que ça se passe, effectivement, il y a des supports qui existent, mais aujourd'hui on les voit pas sur l'eau. On voit des supports comme les motafoils de temps en temps, qui sont quand même des choses assez compliquées à manier. Donc il y aura probablement une notion de réflexion collective sur qu'est-ce qu'on veut de l'avenir de ce sport et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça fait encore rêver des gens et que ça peut faire rêver quelqu'un qui débute. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne question. Oui, alors, ici d'abord, donc du coup, vous avez compris, hein, en fait, des questions que je puisse retransmettre. Sinon, on peut faire circuler le micro en fait. On a changé notre technique. Je pense que c'est mieux. Je vais faire passer le micro. Ouais, tu retranscris pas. Bonjour. Donc on imagine demain créer je prends l'exemple des planches à voile par exemple. Donc planches à voile avec des foils. La performance des planches à voile à foil va être largement liée aux performances des foils. Donc on va vendre des foils. Est-ce qu'on va continuer de vendre des planches à voile ? Est-ce qu'il y aura autant de développement sur les planches, sur les chèpes, etc. Ou alors on va réorienter finalement la R&D sur les foils? Qu'est-ce que finalement dans les marchés on va pas faire un espèce de vase communicant vers les foils? Peut-être question bête. Hein. Bon bah non, c'est le constructeur de planche. C'est une bonne question. En résumé? Non, mais là, du coup l'internet a entendu. Allez-y. Ok. Pas de réponse forcément à ça. Alors. Ouais, Lève-toi, Tanguy. je me lève. Parle fort. D'un point de vue performance sur la planche à voile, on a doublé la vitesse des planches. Il y a 2 ans, ça allait à une planche à voile à foil, ça allait à 17 nœuds. Aujourd'hui, on passe les 30-34 nœuds sans souci, sans souci, les meilleurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder la conception d'une façon différente. C'est-à-dire que la planche à voile à foil, ça ressemble à une planche à voile sur foil, certes, mais il faut reprendre la globalité, la fonctionnalité de l'engin. C'est-à-dire que quand on travaille aujourd'hui sur les performances d'une planche à voile à foil, à plus de 30 nœuds, on arrive aux mêmes problématiques que quand on fait le même travail sur les MOS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'aéro qui va plus limiter la vitesse de l'engin que l'hydro, quoi.
Moi, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu un peu, on commence à mettre des bouts dans tous les sens, on travaille sur des baumes, sur des voiles. Donc en effet, les planches à voile à foil, on est en train de redécouvrir en fait, un peu les flotteurs. On est en train de retravailler sur des flotteurs qui sont bien différenciés. Il y a eu des essais d'ailleurs en 2009 avec HD qui faisaient des planches à voile avec des trous devant. Bon, c'est pas forcément, c'est pas une révolution, mais bon, bref. Mais on est en train de travailler, mais surtout sur les roues, sur les gréements, là, c'est complètement différent en fait ce qu'on ressent dans l'air aujourd'hui. On a des vitesses de vent apparents qui sont énormes, donc tout est en train de retravailler, donc ça engraine un marché là-dessus. Mais je voulais revenir aussi sur le fait de l'apprentissage sur le Winfoil. Il y a des tentatives, notamment il y a des gens qui pourraient mieux en parler que moi ici du CPA. Et c'est assez intéressant sur certains types de foils où aujourd'hui, les gens, c'est vrai, ils ont passé un peu comme faire du solfège, quoi. Ils ont envie de directement passer au support qui les intéresse et pas de passer, pas d'apprendre la planche à voile pendant 10 ans ou le bateau avant de passer sur le support à foil. Et à l'UCPA, ils ont fait des expériences quand même assez intéressantes de faire voler des gens, je crois que c'était dans les partenariats, Clément, tu me diras, mais mer-montagne, et d'avoir des moniteurs de ski qui n'avaient jamais fait de planche et à réussir à les faire voler directement sur certains types de supports. C'était sur les premières générations de foil, les AHD, les AFS-1, la même que tu avais, Pierre-Yves. Et en fait, ils y arrivent, quoi. Ils y arrivent plus facilement que les foils nouvelle génération qui sont plus adaptés vraiment aux planchistes, avec une position de planchiste, une aptitude au planning. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, en termes de marché, je trouve qu'il y avait des choses qui sont dites, mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes à voir. C'est-à-dire que, certes, il n'y a peut-être pas 6 millions de pratiquants de windsurfers dans le monde actifs aujourd'hui, mais c'est qu'aujourd'hui, on est en train de réveiller un paquet de windsurfers qui n'avaient pas fait de planche depuis plusieurs dizaines d'années et qui reviennent faire de la planche grâce au support foil. Ça, c'est une réalité des faits. C'est-à-dire que nous, en termes de production, on est full jusqu'au mois de juillet. Et ça, c'est vraiment une réalité des faits sur des produits qui sont assez chers. Alors, on parle de prix dans ce marché-là, dans Windfoil, mais l'avantage du Windfoil, c'est un peu comme finalement faire voler un Open Beak. Hein. C'est qu'une fois que la cote de Open Beak est sortie de l'eau, on a un support assez performant. Donc, il faut quand même acheter, peut-être investir dans des produits qui sont relativement onéreux. Mais tout ce qui reste au-dessus, on peut se satisfaire du marché de l'occasion et des choses comme ça. Donc, c'est d'ailleurs des choses qu'il faut faire attention quand on va développer des nouvelles règles, notamment des nouvelles jauges, de ne pas aller exclure le marché de l'occasion, parce qu'aujourd'hui, faire du développement durable dans la pratique d'un sport, c'est déjà de se servir de ce qui existe sur le marché pour ne pas vendre à outrance le reste. Donc voilà. Merci Tony. Il y avait une question. Le jeune avec le pull rouge. On va demander de vous lever, s'il vous plaît. Bonjour. On va vous demander de vous lever. Oui. Pour les caméras. Merci. Pour toutes ces pratiques démocratiques, on va dire, où on cherche à avoir plus de monde, il me semble qu'il y a un aspect qu'il va falloir aborder, c'est les infrastructures. Parce que vous avez une bonne partie de la valeur du matériel qui se retrouve exposée à des chocs quand vous arrivez au bord de l'eau, quoi, tout simplement, enfin, là où les gens partent et arrivent au bord de l'eau. Et si on souhaite qu'il y ait plus de monde qui utilise ces supports-là et qu'il y ait moins de casse, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des infrastructures qui permettent de le faire avec plus de sécurité, avec moins de risques. La question, c'est les infrastructures. C'est bien beau de faire des bateaux et des planches à foil et des supports à foil et des mottes à foil, et il faudrait avoir des docks d'accueil qui permettent de ne pas abîmer le matériel. Donc l'infrastructure d'accueil pour la pratique, c'est ce que vous vouliez dire? Oui. Alors, on a la chance d'avoir dans le territoire du Morbihan un endroit absolument formidable. On a un des meilleurs plans d'eau au monde pour la pratique du foil, je pense. La baie de Quiberon est quand même unique en France aujourd'hui. Il n'y a pas que la baie de Quiberon. Il n'y a pas que la baie de Quiberon. On va pas faire la tout baie de Quiberon est particulièrement adaptée. On a vu des startups comme Sierre aujourd'hui qui ont du succès, qui ont démarré avec nous à l'École nationale de voile à Quiberon, parce que justement le plan d'eau permettait de s'essayer à la pratique et de tester les matériaux et les bateaux dans des conditions diverses et variées. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement sur les infrastructures, bon, ici on parle de Sailing Valley. Je pense qu'on a la chance dans la Sailing Valley qui part de Brest dans le Morbihan, d'avoir sur ce territoire-là aujourd'hui réuni des cabinets d'architectes les plus performants, les chantiers les plus performants, être dans une zone de pratique très importante, d'avoir les plus gros clubs de voile. Mais si vous êtes un industriel de la Sailing Valley qui fait du foil et que vous voulez vendre ailleurs que dans la Sailing Valley, voilà, il nous faudra des pontons d'accueil. C'est la remarque du. Voilà, non, mais je pense que c'est une opportunité pour toutes les entreprises de la Sailing Valley. Je veux dire, il y a
entre la course au large et les produits grand public dont on vient de parler, je pense que c'est une vraie opportunité aujourd'hui de développement économique, c'est clair. Bon, à quelle vitesse ce développement économique va se faire, c'est la grande question. Et il y a déjà un business qui existe, il va se développer, la pratique va se développer. On a une formidable opportunité. Il ne faut pas sous-estimer ce que font nos amis australiens aussi, parce que j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de retard en France, notamment sur la pratique du MOT, qui est quand même une des pratiques les plus intelligentes et les plus intéressantes pour accéder à la pratique du vol. Le mot à foil est quand même ce qui est le plus, en termes d'apprentissage du vol, probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et qui est la meilleure plateforme d'apprentissage du vol. Donc on a quand même beaucoup de retard par rapport aux Australiens. Enfin, je ne sais pas s'il y a des motistes qui sont ici, mais on a on a 20 années, 15 années de retard sur les Australiens. Il faut faire très attention qu'on ne se fasse pas dépasser par d'autres continents. On a une chance formidable, c'est de regrouper effectivement toutes les compétences au sein de cette région pour être les leaders et être en avance sur tout le monde. Gagner un petit mot sur la partie infrastructure. Ouais, je trouve que ça rejoint un peu finalement quelle volonté au-delà des constructeurs et des marques, quelle volonté, j'ai envie de dire presque politique locale, on va pouvoir insuffler là-dedans. J'étais en Chine il n'y a pas longtemps et à Qingdao, vous savez le plan d'où il y a eu les Jeux Olympiques, c'est des pratiques pour l'instant forcément c'est de la science-fiction pour eux, mais que je parlais de pédagogie, il faut faire preuve de pédagogie. C'est un monde qui va vite, qui va très vite, et il faut pas penser que spontanément les plans d'eau vont se structurer avec une ventilation, donc vous allez surfer là, vous allez dans des pratiques qui sont plutôt libres. Donc c'est effectivement une réflexion très intéressante, mais qui va pas se faire toute seule là non plus. Et si on veut que cette pratique puisse se développer correctement, on l'a vu avec le kite, le kite a été interdit dans certains endroits parce qu'on avait mal anticipé toute la contrainte que ça peut avoir. Tribord, on est à Hendaye. À Hendaye, c'est l'été, vous pouvez pas faire de kite parce que de toute façon les plages n'ont pas été du tout pensées pour ça. Alors au-delà du fait que c'est des environnements assez compliqués pour le faire, mais il y a un enjeu particulier aussi par rapport à ça. Maintenant, en tant que constructeur, je crois qu'on a intérêt, en tout cas dans toute la complexité de mise à l'eau, de se poser la question quand même du côté de la conception et de ne pas attendre que les environnements soient prêts à accueillir ce genre de pratique. Mais il y aura un travail, je pense, conjoint à mener, c'est certain. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. On peut vous applaudir.